Bonjour, j'ai donc le plaisir d'introduire cette première séance scientifique de la conférence EGC par Alexis Joly. Alexis Joly est donc directeur de recherche INRIA au centre de recherche INRIA Sophia Antipolis Méditerranée, mais plus précisément en fait sur l'antenne de Montpellier de l'INRIA Sophia Antipolis dans l'équipe Zénith qui est hébergée donc par le laboratoire d'informatique et robotique et microélectronique de Montpellier et donc à l'UM. Il s'intéresse en particulier à l'apprentissage, à la gestion et l'analyse des représentations numériques d'images. Il se situe à la croisée entre l'intelligence artificielle et la science des données. Et il travaille en particulier sur les méthodes d'analyse de données appliquées à la biodiversité et notamment à l'usage des réseaux de neurones, ainsi qu'à la conception de systèmes d'information interactifs qui reposent sur ces méthodes. Donc la présentation d'aujourd'hui traitera du sujet de PlanteNet et surtout des sujets scientifiques qui tournent autour. Merci. Merci Maximilien pour l'introduction et puis bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir vous présenter les activités scientifiques qu'on mène au sein de PlanteNet. Alors bien entendu, je ne suis pas tout seul derrière tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai listé ici les principaux contributeurs des travaux de cette présentation. Après, c'est pas exhaustif, il y a notamment des partenaires à l'international que j'ai pas listé ici, mais que vous pourrez découvrir dans les transparents au fur et à mesure. Alors, ça marche. Alors, le problème principal auquel on s'attaque dans PlanteNet, c'est ce qu'on appelle parfois le verrou taxonomique, à savoir que très peu de personnes sont capables d'identifier les plantes avec précision et que ceci est un frein majeur puisque le nom scientifique d'une espèce est le point d'entrée de l'accès aux connaissances de cette espèce. C'est aussi un élément indispensable à de nombreux processus en lien avec la préservation de la biodiversité, que ce soit la modélisation des distributions d'espèces, la détermination des statuts de conservation, ou bien encore la mise en œuvre de nouvelles méthodes agroécologiques plus respectueuses de l'environnement. Alors, comme vous le savez peut-être, l'approche de PlanteNet, c'est principalement de reposer sur des algorithmes d'identification automatisés qui permettent à tout un chacun de connaître le nom d'une plante simplement en la prenant en photo avec son smartphone. Mais c'est aussi de s'appuyer sur les sciences participatives, puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui enrichissent la base de données, et que ce sont ces mêmes données qui sont ensuite utilisées pour l'apprentissage des algorithmes d'intelligence artificielle de la plateforme. Voilà, donc depuis maintenant près de 10 ans, on a initié ainsi une sorte de cercle vertueux qui permet aux gens de mieux connaître la biodiversité qui les entoure, et tout en contribuant eux-mêmes à améliorer le suivi de cette biodiversité. Alors, en quoi est-ce que ce problème d'identification automatisée est un problème difficile? Donc, pour le comprendre, il faut d'abord savoir qu'il existe environ 400 000 espèces de plantes sur Terre. Et le problème, c'est que les caractéristiques morphologiques qui les distinguent sont d'une part très variées, mais également parfois très subtiles. On voit par exemple ici qu'il existe un très grand nombre d'anémones et qu'elles se distinguent souvent uniquement par des détails comme la forme du pétale ou la manière dont les feuilles s'insèrent sur la tige. Et on voit aussi que les photographies faites par les utilisateurs peuvent être de qualité très moyenne, ce qui complique encore l'identification. Et là, en plus, je n'ai pas pris les pires des exemples. Ça peut être bien pire dans l'application. Voilà. D'un point de vue plus fondamental, on peut distinguer deux types d'incertitudes dans le processus d'identification, donc de classification. Il y a d'un côté ce qu'on appelle l'incertitude aléatorique, qui est une incertitude qui est irréductible, puisqu'elle vient du fait que l'image dont on dispose ne contient qu'une information partielle sur la plante. Typiquement, si vous avez deux espèces qui ont les mêmes feuilles, mais des fleurs différentes, et que vous ne photographiez que la feuille, vous aurez une ambiguïté certaine que vous ne pourrez jamais lever à moins de retourner voir la plante elle-même sur le terrain. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle l'incertitude épistémique, qui est, elle, plus liée à l'erreur que fait l'algorithme de reconnaissance,
soit parce qu'il a été entraîné sur trop peu d'images, c'est-à-dire par manque de connaissances, soit parce qu'il n'a pas su extraire les bonnes caractéristiques visuelles pour distinguer les espèces. Je crois que quelqu'un a oublié de couper son micro. Alors, concernant le premier type d'incertitude, l'aléatorique, vu qu'elle est irréductible, une des manières dont on l'aborde dans PlanteNet, c'est de prédire un ensemble d'espèces possibles plutôt que d'essayer de prédire une seule espèce. On utilise pour ça des réseaux de neurones profonds qui sont entraînés sur des millions d'images d'apprentissage et dont la sortie peut être considérée comme un estimateur de la probabilité de l'une ou l'autre des dizaines de milliers d'espèces qu'on a dans la base. Et grâce à ces probabilités, on peut ensuite retourner à l'utilisateur un ensemble d'espèces possibles dont la taille varie en fonction de l'ambiguïté de l'image d'entrée et dont on sait aujourd'hui qu'elle est optimale dans le cas où on n'a pas d'incertitude épistémique, autrement dit, lorsqu'on a suffisamment d'images dans la base d'apprentissage. C'était des conclusions des travaux de thèse de Titon-Lauriol, notamment. Alors, une autre manière de réduire l'incertitude aléatorique, c'est d'aller chercher d'autres informations que celles contenues dans l'image. Donc, en particulier, dans PlanteNet, on utilise les connaissances existantes sur les flores des diverses régions du monde pour post-filtrer les résultats du réseau de neurones convolutionnels et ne retourner que des espèces qui sont connues pour être présentes sur le territoire dans lequel se situe l'utilisateur. Alors, ceci permet de réduire significativement le nombre d'espèces ambiguës et donc d'améliorer les performances d'identification de l'application. En France, par exemple, on utilise la liste d'espèces de la base BDTFX, qui est une de celles faisant référence en France et qui a notamment servi de base à la construction de la base TaxRef du Muséum, pour ceux qui connaissent. Alors, ce filtrage par liste d'espèces, ça a l'air assez simple au premier abord, mais il faut savoir qu'en réalité, c'est un processus assez complexe du fait que la taxonomie des plantes n'est pas un objet figé et consensuel, mais c'est bien au contraire un ensemble de connaissances qui est en perpétuelle évolution et qui est très hétérogène d'une région du monde à l'autre. Une même espèce peut, par exemple, avoir un grand nombre de synonymes, et le nom valide retenu pour une espèce peut lui-même différer d'une flore à l'autre. Donc, lorsque vous agrégez toutes les images d'une espèce pour construire votre base d'apprentissage, vous ne pouvez pas vous contenter d'utiliser un matching exact. Sinon, vous allez avoir une fragmentation de la connaissance visuelle et les espèces vont être plus difficiles à reconnaître. Et à l'inverse, vous ne pouvez pas regrouper de manière trop violente toutes les espèces qui sont connectées dans ce graphe de synonymie et d'homonymie. Sinon, vous allez fusionner plusieurs espèces différentes dans une même classe, et là aussi, ça va perturber l'identification. Donc, l'approche qu'on emploie dans PlanteNet pour résoudre ce problème, c'est d'avoir une certaine redondance, à savoir que certaines images peuvent se retrouver dans plusieurs classes valides différentes si celles-ci sont connectées par un synonyme commun. Par contre, on garantit d'un autre côté que ce type de recouvrement, par exemple ici, que ce type de recouvrement n'existe qu'entre des flores distincts et pas à l'intérieur d'une même flore. C'est bien que finalement, c'est l'étape de post-filtrage dont j'ai parlé avant qui va permettre de résoudre les ambiguïtés restantes. Alors, concernant cette fois l'incertitude épistémique, sur l'incertitude du modèle, vu qu'elle vient principalement... Alors, je suis désolé, les résolutions sont très moches, c'est la conversion quand je suis passé de mon PDF à celui de la plateforme qui a dégradé les images. Normalement, elles étaient plus jolies. Ouais. J'espère que vous voyez quand même, mais c'est pas très joli. Donc, concernant l'incertitude épistémique, vu qu'elle vient principalement du manque de connaissance du modèle, une manière dont on l'aborde en PlanteNet, c'est d'impliquer l'utilisateur lui-même dans la réduction de cette incertitude. Donc, en particulier, on ne va pas seulement lui retourner là où les espèces possibles, on va aussi lui retourner les images de la base de données qui sont les plus similaires à la photographie requête qu'il a soumise. Donc, si par exemple vous photographiez la fleur d'un coquelicot, ou si vous photographiez le bourgeon en train de s'ouvrir, vous obtiendrez des illustrations qui seront différentes et qui permettront de contrôler visuellement si oui ou non l'espèce retournée par le modèle est bien celle que vous avez devant les yeux.
Donc, il faut savoir que ce type de méthode tourne en temps réel sur des millions d'images et que ça nécessite derrière des algorithmes efficaces de recherche des plus proches voisins via des techniques de hachage. Et c'est aussi voilà, une des innovations importantes derrière la plateforme. Une deuxième manière dont on implique les utilisateurs dans la réduction de cette incertitude épistémique, c'est, comme je l'ai déjà dit, dans la production de nouvelles données d'apprentissage qui vont venir enrichir la connaissance du modèle. Donc, chaque observation qui est partagée dans PlantNet, elle peut être révisée par plusieurs autres utilisateurs, et c'est sur la base de ces propositions qu'on va ensuite inférer l'espèce la plus probable. Et pour que ça fonctionne bien, on a un système qui n'est pas du tout démocratique, puisque les votes des utilisateurs les plus experts ont beaucoup plus de poids que les autres dans la décision finale. Et ces poids sont calculés de manière automatique, voilà, notamment via des approches d'inférence bayésienne. Une des applications de la plateforme dans laquelle on fait ce genre de choses, c'est un jeu participatif qui s'appelle The Plant Game. Et ce jeu sert d'une part à apprendre la botanique via des quiz voilà, intelligents, puisqu'il s'adapte à l'utilisateur, qui se base sur les données PlantNet. Et d'autre part, ça sert à réviser les données PlantNet pour lesquelles il y a une incertitude sur la détermination. Donc, on utilise pour ça un modèle probabiliste qui permet d'une part d'inférer la matrice de confusion de chacun des utilisateurs, et on peut ensuite lui assigner de manière optimale des observations à réviser. Une observation facile elle ne sera pas assignée à un expert, on va plutôt réserver l'expertise pour des observations plus difficiles, typiquement. Voilà, un autre volet de PlantNet que j'aimerais mettre en avant, c'est tout ce qui concerne les aspects web, gestion de données et infrastructure, puisque même si ça paraît assez transparent pour les millions d'utilisateurs de l'application mobile, faut en effet savoir que PlantNet est un système d'information qui est complexe, qui implique plusieurs grosses bases de données hébergées sur des sites différents, et puis aussi des supercalculateurs comme ceux du GENSI pour l'apprentissage des modèles. La plateforme est également connectée avec tout un écosystème de partenaires, que ce soit des plateformes internationales comme celle du GBIF ou des associations comme le réseau des botanistes francophones, Tela Botanica, ou bien encore des développeurs de start-up qui utilisent directement l'API. Alors, on va maintenant discuter des performances, puisque c'est une question qui revient très souvent. Quelles sont les performances de PlantNet ? Alors, une manière dont on évalue ça, c'est notamment à travers un challenge qui s'appelle Plante-Clé, qu'on organise depuis 2011 et qu'on organise encore cette année. Là, mon slide est un peu vieux, celui-là, mais c'est pour illustrer l'idée. Donc, on partage chaque année des jeux de données de PlantNet et d'autres jeux de données complémentaires. Depuis 2011, on a fait grossir et augmenter la difficulté du problème, puisqu'on avait commencé avec 71 espèces, et en 2017, on était à plus de 10 000 espèces et 1,2 million d'images partagées dans le cadre de ce challenge. Et donc, voilà, chaque année, on évalue les performances des participants à ce challenge, qui soumettent des runs avec différents systèmes. Donc, bien sûr, les choses ne sont pas exactement comparables chaque année, mais ce graphe donne quand même une idée un peu de l'évolution des technologies et des performances au fur et à mesure des années. Donc, en 2011, les gens faisaient principalement de la segmentation de feuilles sur des scans. Ensuite, on a commencé à voir le machine learning arriver, avec au début des bag of words, des SVM. Ensuite, on a vu arriver les Fisher Vector. Et puis, en 2015, il y a vraiment eu la révolution du deep learning qu'on a observé dans ce challenge, voilà, avec des réseaux de neurones convolutionnels, et les performances ont continué à augmenter jusqu'à voilà, des accuracy de 92% en 2017. Donc en 2018, on s'était intéressé à comparer un peu ces performances avec ce que l'homme est capable de faire. Donc on avait demandé à 9 parmi les meilleurs experts de la flore française de se prêter au jeu de réidentifier des images, donc pas d'identifier les espèces sur le terrain, hein, vraiment à partir des mêmes photos que ce que voit la machine. Et donc, on a pu montrer ici que les machines voilà, qu'on voit en orange ici, avaient des taux de reconnaissance qui commencent à être
très proche de celle des experts, donc certains systèmes meilleurs que certains experts. Voilà. Il faut savoir que les meilleurs experts, là, l'expert 1 notamment, c'est un des auteurs de la flore française, donc on est vraiment sur des personnes qui définissent eux-mêmes un peu ces connaissances. Alors, on s'est aussi intéressé à essayer d'évaluer tout ce qui est annotation collaborative, dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment dans The Plant Game. Donc, pour savoir à quel point on peut collecter des déterminations de qualité de manière collaborative. Et donc, ce qu'on compare ici, c'est les performances brutes du réseau de neurones convolutionnels, celui utilisé dans PlantNet, et les performances après passage dans le jeu The Plant Game, voilà, qui au départ part de la connaissance du réseau de neurones et qui ensuite va assigner ses observations aux personnes compétentes qui vont elles-mêmes proposer des déterminations, et on voit que ça permet vraiment de nettoyer le bruit dans les données puisqu'on a un rappel précision qui est bien plus élevé en sortie du jeu qu'en entrée. Voilà. On voit aussi que les débutants, les intermédiaires ou les experts ont tous des performances de succès assez élevées, non pas parce que les débutants sont aussi forts que les experts, mais parce qu'on leur assigne des observations adaptées à leur niveau. Voilà, donc une évaluation plus qualitative, ça a été un retour d'une campagne de test qui a été faite par les agents de l'OFB, du Conservatoire botanique national alpin, dans le cadre de leur mission réglementaire, et donc qui nous ont fait des retours très positifs du genre de ceux qu'on voit ici. L'application s'est avérée particulièrement efficace, même sur des espèces qui nous apparaissaient difficiles, ou que l'application a clairement fait tomber la barrière de la botanie. Alors, je vais rebondir un peu sur cette dernière phrase. Donc, est-ce que ça veut dire que le problème est résolu? Alors, en fait, non, puisque eux, les tests qu'ils ont faits, c'est uniquement sur la flore française. Donc, il est vrai qu'en France, on commence à avoir des performances qui sont très bonnes, du fait qu'il y ait beaucoup de données, etc. Voilà, mais il faut savoir que dans PlantNet, on n'a que 30 000 espèces, que toutes fonctionnent déjà pas aussi bien que celles qui ont pu être testées par les agents de l'OFB, je pense. Et qu'en plus, au niveau mondial, il y a 380 000 espèces, et donc on est encore loin du compte. Donc, du coup, on s'est intéressé à ce problème de passage à l'échelle de la flore mondiale en montant une expérimentation de grande échelle. Donc, on a essayé de récupérer toutes les images qu'on pouvait sur le plus d'espèces possibles. On est parti d'une liste mondiale qui s'appelle The Plant List, qui contient plus de 300 000 espèces de plantes, et pour ces espèces de plantes, on est allé collecter des données donc, dans les bases expertes, dans les bases PlantNet, et sur le web, via les moteurs de recherche industriels. Et donc, voilà, on a construit ce dataset. Alors, c'est un dataset qui est, dont la distribution est très loin de l'uniforme. C'est vraiment des distributions en long tail, avec un très grand nombre d'espèces qui ont très peu d'illustrations. Voilà, on voit ici que plus de 50% des espèces n'ont que entre 10 et 20 images. Donc c'est un problème difficile puisqu'il y a énormément de classes et pas beaucoup de données pour les illustrer. Donc pour apprendre des modèles sur cette grosse base, on a fait voilà, tourner des modèles sur des gros supercalculateurs du GENSI, notamment c'était dans le cadre d'une collaboration avec Intel et Sorsara, qui est un centre de calcul aux Pays-Bas. Donc là, en l'occurrence, vu que c'était avec Intel, c'était sur des CPU, mais bon, on en a aussi fait tourner sur GPU, mais les scores que je montre là étaient sur 512 nœuds Skylake. On a entraîné un modèle ResNet 50, donc voilà, pendant 50 époques. Donc ça a pris 10 heures du fait qu'on était sur ces 512 nœuds. Et voilà, donc sur les test sets qu'on avait, donc on avait 5 test sets qui sont des jeux de données pour lesquels on est sûr qu'ils n'étaient pas publiés sur le web, hein, pour garantir qu'ils ne sont pas dans la base d'apprentissage. Et donc on a voilà, une accuracy top 1 qui est de l'ordre de 37,5% et en top 5 à 46,3%. Voilà, donc encore loin d'avoir les performances qu'on a en Europe. Donc, c'est ce qu'on voit un peu sur ce transparent. Une autre manière de présenter les résultats, donc ce qu'on voit ici, c'est le classement de l'espèce correcte dans les prédictions du modèle. Donc, le modèle retourne une liste triée d'espèces les plus probables et on regarde le rang dans cette liste. Donc, il y a 300 000 espèces, je vous rappelle. Donc, quand vous êtes dans le top 10, vous êtes déjà content.
Et donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, sur les données des régions tempérées du Nord, on va dire Amérique du Nord, Europe, voilà, on a des scores qui sont vraiment excellents. Et puis, plus on va sur des flores qui sont moins connues, avec moins de données, moins bien répertoriées, et plus les performances commencent à se dégrader. Et voilà, c'est d'autant plus dommage que c'est en général les endroits où il y a le plus de biodiversité à protéger. Et donc, on a encore du pain sur la planche. Voilà. Alors, qui utilise PlanteNet? Je vais faire un focus un peu sur la plateforme en termes d'utilisation. Et donc, d'abord, les utilisateurs finaux de l'application mobile. Donc, on évalue à peu près à 10 millions le nombre d'utilisateurs actifs actuels. Hein. Voilà, on est à plus de 25 millions de téléchargements en tout, je crois. Mais voilà, si on regarde sur les 3 derniers mois, on a 10 millions d'utilisateurs. Il y a 2 millions de comptes utilisateurs, des gens qui ont créé un compte. Les autres utilisent l'appli de manière anonyme. Voilà, et l'utilisation fluctue en fonction des périodes de l'année, avec notamment des pics au printemps. Là, on voit les pics de nouveaux utilisateurs. Donc, chaque année, il y a une forte acquisition au printemps. Et on fait x2 depuis quasiment 7 ans maintenant, ou 8 ans. Et donc, voilà, ces croissances exponentielles sont difficiles à gérer d'un point de vue infrastructure, comme vous en doutez. Voilà, donc sur ces utilisateurs finaux, il y avait une étude faite par le CIRAD, donc il y a à peu près 88% qui sont pour usage personnel, donc pour le jardinage, les balades, les randonnées, les plantes d'intérieur, la phytothérapie, les plantes comestibles, etc. Et puis on estime qu'il y a à peu près 12% qui l'utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc pour l'agroécologie, pour les auxiliaires des cultures, les invasives, etc., pour les gestionnaires du territoire, pour les consultants, les experts. Il y a un gros usage sur l'éducation, la formation, l'animation, et aussi tourisme, et puis le commerce, c'est principalement les fleuristes. Voilà, et puis on a des utilisateurs qu'on connaît mieux parce qu'on collabore vraiment directement avec eux. Donc là, je fais 3 petits focus sur ce genre de partenaires avec qui on collabore. Donc ici, c'est une réserve africaine qui s'appelle le Lewa, qui est située au Kenya. Et donc, dans une démarche d'écotourisme, on a un projet dédié à ce parc dans PlanteNet, qui leur permet de monitorer la biodiversité de la réserve en impliquant les touristes eux-mêmes et les techniciens et les gardiens du parc dans la collecte de données sur les plantes du parc. Ici, c'est un exemple de programme éducatif qui a été mené en Slovaquie et en Tchéquie, dans plus de 100 écoles, voilà, et dans lequel PlanteNet était vraiment l'outil central pour cette action d'éducation à l'environnement dans ces 2 pays. Et donc, il y avait voilà, toutes des phases de collecte de données, ensuite de dissémination des résultats qu'ils avaient obtenus auprès des citoyens, d'abord de leur village, et ensuite via les médias, où ils ont pu ainsi partager des contenus sur les résultats de ce qu'ils pouvaient faire avec l'application. Voilà, le 3e focus, c'est une application qui est développée par un partenaire à nous, qui est le Centre pour l'écologie et l'hydrologie anglais. Donc eux, ils développent une application pour aider, pour permettre aux agriculteurs de faire des inventaires de leur impact sur la biodiversité, notamment puisqu'il y a des aides possibles du gouvernement en Angleterre qui vous donne de l'argent si vous êtes capable de prouver que vous avez amélioré votre milieu en termes de biodiversité. Donc, ils développent une application pour permettre de faire des relevés de cet impact. Et notamment, ça utilise de l'identification de plantes et ça utilise directement l'API PlanteNet dans l'application. Voilà, alors on va maintenant parler un peu de la 3e phase, qui est, une fois qu'on a collecté des données avec PlanteNet, qu'est-ce qu'on en fait?
Donc, un premier endroit où on partage les données, c'est le GBIF. Alors, c'est depuis cette année, donc on était très content de faire aboutir ce processus. Donc, le GBIF, c'est la plus grande plateforme mondiale de collecte d'occurrences de biodiversité, qui est financée par les gouvernements, intergouvernementale. Et donc, bien sûr, on ne pousse dans cette plateforme que les données pour lesquelles on a une forte fiabilité sur l'identification. Et donc, on ne pousse pas les 200 millions d'occurrences qu'on a dans la base de données, mais on en a poussé seulement 10 millions pour l'instant, ce qui constitue quand même un des gros jeux de données de la plateforme, notamment sur certains pays. Voilà, et donc ces données, elles sont ensuite utilisées par les chercheurs qui vont pouvoir télécharger des données directement sur cette plateforme en filtrant par zone géographique, par taxon, etc. Et ce système, il y a un système de traçabilité qui est très bien fait dans le GBIF avec des DOI à chaque fois que vous créez un jeu de données, que vous téléchargez, et un système qui nous permet, nous, de voir quelles sont les publications scientifiques qui utilisent les données PlanteNet. Voilà. Comme je l'ai dit, nos données sont là depuis que 2020, enfin mai-juin. Voilà. Mais il y a déjà 13 articles scientifiques qui sont reportés dans la plateforme qui ont utilisé les données PlanteNet. Voilà. Donc, par exemple, ici, une étude sur le fait que les plantes naturalisées transforment la composition et la fonction de la flore de Nouvelle-Zélande. Voilà, une des applications potentielles des données PlanteNet, la plus directe, on va dire, c'est de surveiller la distribution des espèces, de pouvoir cartographier où est-ce qu'une espèce est présente. Et donc, bien sûr, vu qu'on a énormément de données et très fréquentes, il y a un très gros potentiel avec les données PlanteNet pour ce type de problème. Mais il y a aussi un certain nombre de problèmes, alors, qui ne sont pas que spécifiques à PlanteNet, mais qui existent en tout cas. Des problèmes de biais, puisque les gens ont tendance à photographier, à aller dans plus d'endroits, à certains endroits plus souvent que d'autres. Cette distribution en long tail, dont on a déjà parlé, et puis l'incertitude des identifications, on a déjà évoqué aussi. Alors, en général, les écologues, pour un peu minimiser l'effet du biais et apprendre des modèles plus compréhensibles, ne vont pas directement apprendre un modèle de distribution dans le domaine spatial, ils vont plutôt apprendre un modèle de distribution dans l'espace environnemental. Donc, en chaque occurrence, on peut aller chercher des informations de température, de type de sol, etc. Et vous allez pouvoir apprendre dans quel type de niche une espèce habite. Et une fois que vous avez appris ce modèle dans l'espace environnemental, vous pouvez le reprojeter dans l'espace géographique, puis si vous avez les rasters complets de température, type de sol, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les SDM, les Species Distribution Modeling, qui sont vraiment une approche très classique en écologie. Mais même en faisant ça, on a pu montrer que les biais d'observation vont quand même impacter les SDM. Si vous prenez les méthodes état de l'art un peu existantes pour faire des SDM avec ce type d'approche par apprentissage de niche, voilà, on a fait une étude théorique en collaboration avec François Munoz et Pascal Monestier, notamment, qui est un statisticien, qui est à la retraite maintenant, mais voilà, que je salue si peut-être il est parmi nous. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est que la loi que vous observez, donc la distribution des données PlanteNet, elle dépend en fait de deux choses. Donc, d'une part, la probabilité d'occurrence de l'espèce, donc ce qui dépend de l'environnement et de la dynamique des populations de cette espèce. Et puis, d'autre part, des biais d'observation, qui sont principalement de deux types. Donc, l'effort d'échantillonnage, donc à quel point un endroit donné est échantillonné ou non. Et puis, la probabilité de détection de l'espèce, puisque certaines espèces sont plus observées que d'autres parce qu'elles sont plus attrayantes, plus grosses, etc. Voilà, dans le cadre de la thèse de Christophe Bottella, on s'est principalement intéressé au sampling effort, et on a développé une méthode qui permet de corriger ce biais d'échantillonnage. Donc, c'est un modèle qui va en fait inférer les deux distributions, donc à la fois la distribution du biais spatial, qu'on considère être le même pour toutes les espèces, ce qui permet de l'inférer,
et d'autre part, la distribution de chacune des espèces, où là, on apprend un modèle de niche pour chacune de ces espèces. Voilà. Ça, c'est les travaux tout récents, puisqu'ils viennent d'être acceptés à Methods in Ecology and Environment. Voilà, une autre chose qu'on a fait sur l'apprentissage de ces SDM, c'est là de changer la méthodologie, donc pas d'utiliser des méthodes état de l'art, mais de s'intéresser à est-ce qu'on peut faire des modèles d'apprentissage profond, est-ce que l'IA peut apporter quelque chose sur ce problème de modélisation des distributions d'espèces. Donc l'idée là est d'essayer d'apprendre une meilleure représentation, un meilleur espace de représentation de l'environnement que les variables d'entrée. D'habitude, les modèles typiquement en écologie sont des modèles linéaires ou avec de l'augmentation de features ou des choses comme ça, mais il n'y a pas un apprentissage d'un espace de représentation comme dans un réseau de neurones convolutionnels. Et donc, on s'est intéressé à ça pour essayer d'améliorer les prédictions et de détecter des patterns plus complexes. Et donc, typiquement, ça marche pareil, on prend les occurrences et des données environnementales en entrée, et le réseau de neurones va apprendre un vecteur de représentation environnementale, et ensuite, on utilise le même type de modèle que ce qui est utilisé classiquement en écologie, par exemple, une régression de poissons qui va prédire un compte pour chacune des espèces en un endroit donné. Voilà une vue différente. Donc, alors pourquoi c'est un réseau de neurones convolutionnels? Puisqu'on ne va pas seulement utiliser les valeurs ponctuelles, on va utiliser le voisinage autour de l'occurrence. Donc on a des patchs qui sont du coup des images. Donc là on voit par exemple une image de l'hydrologie ou quelque chose comme ça, et on a des patchs de température, de type de sol, de land use, de land cover. Tout ça nous fait un tenseur, voilà, avec une composante 2D comme une image et un certain nombre de canaux. Et on va entraîner des réseaux de neurones à prédire les espèces présentes à un endroit donné en fonction de ce tenseur représentatif de l'environnement d'entrée. Voilà, donc on avait d'abord pu montrer que ça permet d'avoir des meilleures performances prédictives que les SDM classiques. Et notamment, quelque chose d'intéressant, c'est que plus on met d'espèces dans le modèle, et meilleures sont les prédictions. On sent que ça va apprendre de la connaissance commune entre les différentes espèces, ce qui rend ces méthodes tout à fait intéressantes. Voilà. Alors par contre, du coup, c'est un peu une boîte noire comparé à un modèle classique en écologie. Et donc, un des sujets auxquels on s'intéresse beaucoup, c'est de comprendre et de savoir qu'est-ce que ces modèles ont appris. S'ils ont des meilleures performances, c'est forcément qu'ils ont capturé une information utile à la prédiction, et donc on essaie de comprendre laquelle. Donc une première chose qu'on a pu voir d'abord, c'est que les meilleures performances viennent en grande partie du fait que ça prédit mieux sur les espèces où il y avait peu de données dans la base. Donc, vous vous souvenez, on a des distributions en long tail, donc certaines espèces sont très représentées et d'autres, on a beaucoup moins d'occurrences. Et donc, on a notamment comparé ici les réseaux de neurones convolutionnels à d'autres types de modèles de machine learning qui sont, eux, souvent utilisés en écologie aussi, comme Random Forest ou des Boosted Trees. Et ce qu'on voit ici, c'est l'accuracy dans le top 30. Donc, est-ce que la bonne espèce est parmi les 30 les plus probables retournées et triée par ordre de fréquence des espèces dans la base. Et donc, on voit que la courbe verte est plus élevée que les deux autres courbes, principalement sur cette long tail d'espèces où on a moins de données. Voilà, pour illustrer un peu ça sur deux espèces. Donc là, c'est deux espèces pour lesquelles on avait une ou deux occurrences dans la base d'entraînement. Et ça vous montre la distribution qu'on prédit pour ces espèces. Et pour comparer si ces distributions ont un sens ou non, on les a comparées à une autre source de données, des données qu'on n'avait pas dans la base d'entraînement, mais qui sont les données de l'INPN, donc de l'inventaire national du patrimoine naturel. Et donc, comme vous pouvez le voir, avec une seule occurrence, on arrive à apprendre une distribution qui est certes fausse, puisqu'on voit que ça prédit des choses dans les Pyrénées ici, mais qui est par contre très proche de l'existant sur le Massif central ici. Et ici, on a quasiment la distribution exacte de ce qui existe. Voilà, donc c'est pas une baguette magique. Si ça a pris une bonne distribution avec une seule occurrence, c'est juste que ça a inféré que cette espèce vivait dans un milieu qui est commun à d'autres espèces pour lesquelles on avait beaucoup de données. Donc ça montre vraiment que le modèle est capable de transférer de la connaissance d'une espèce
à l'autre. Voilà, on s'est intéressé à visualiser les features appris par ce réseau de neurones. Donc, il y a certains des features qui sont vraiment à un niveau macro environnemental, avec voilà, des grosses régions biogéographiques, comme on voit ici. Et puis, certains qui sont à un niveau beaucoup plus micro. Et donc, typiquement, ça va apprendre des motifs très liés aux changements locaux, voilà, des vallées, des fonds de rivière, etc. Donc on s'est notamment ici intéressé à essayer de quantifier l'impact de cette structure spatiale dans le modèle, puisque si on utilise des réseaux de neurones convolutionnés, c'est vraiment pour capturer cette information de structure spatiale. Et donc, voilà, du coup, on a appris les mêmes modèles, mais en dégradant un certain type d'information. Donc ici, c'est l'information complète. Ici, on a randomisé les pixels, donc on n'a plus de structure du tout. Là, pareil, c'est la valeur moyenne, donc il n'y a plus de structure non plus, il n'y a même plus la distribution. Ici, on n'a pris que la valeur ponctuelle, donc pareil. Et donc, on a comparé les performances de ces différents types de modèles. Et ici, on avait même un modèle où on a essayé de garder que la structure spatiale, donc en privant le modèle des valeurs absolues des variables environnementales, en essayant de garder que la structure. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une information dans cette structure, donc le modèle complet capture les deux, et ce qui veut dire que cette structure spatiale de l'environnement est une des variables structurantes de la distribution des espèces. Voilà, récemment, on a étendu ça à du satellitaire, donc on a rajouté les images satellites aux variables d'entrée. Donc voilà, c'est un autre challenge qu'on organise qui s'appelle GeoLife Clay, qu'on co-organise notamment avec Caltech et Microsoft et eNaturalist. Voilà, et du coup, on a appris des modèles donc à la fois sur ces données satellitaires et sur les autres, mais là, je vais montrer des résultats sur un modèle qui a appris que sur les données satellitaires. Et donc, ce qu'on visualise ici, c'est une réduction de dimension via une méthode qui s'appelle TSNE de l'espace de représentation environnementale appris par le réseau de neurones, la fameuse fonction F2X dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une projection 2D et on a remappé les patchs des occurrences, les patchs satellites des occurrences sur cette carte. Et donc, on voit que ça a pris une certaine structure de l'environnement. Donc, si on zoome là-dessus, on va voir ici que, par exemple, on a les zones de montagne. Ici, on a des zones de forêt. Ici, on a tout ce qui est les champs, agriculture. Ici, on a des zones côtières. Ici, on a des zones citadines, etc., etc. Donc, en apprenant un modèle uniquement sur la présence des plantes, on a été capable d'apprendre un espace de représentation environnementale qui capture des informations qui vont bien au-delà de la biodiversité végétale et qui caractérisent l'écosystème local autour de ces occurrences. Voilà, une autre manière de le voir, c'est la même projection TSNE, hein, donc c'est le même espace appris, mais cette fois, au lieu de montrer les patchs, on est allé chercher des valeurs environnementales à ces endroits-là. Donc, tous ces valeurs et ces traits, c'est des choses qui n'ont pas été apprises par le modèle. Il ne les a jamais vues, il a appris que sur du satellitaire. Mais on voit qu'il y a quand même une forte corrélation avec ces variables, ce qui veut dire qu'il a capturé ce type d'informations dans le modèle. On voit ici la température annuelle, par exemple. Ici, la température annuelle range. Ici, c'est des traits des espèces, donc la préférence en termes de lumière et la préférence en termes de température. Celles-ci sont très liées. Voilà. Et on a aussi fait des tests statistiques basés là-dessus pour montrer que le modèle avait capturé justement des relations entre l'environnement et les traits des espèces, puisque c'est vraiment ce qu'on cherche d'un point de vue écologique en sortie, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que dans un environnement donné, une plante développe tel type de traits. Voilà, donc on a pu montrer avec une étude, un test statistique et une corrélation pondérée par nos scores TSNE, qu'on avait effectivement capturé ces relations très environnement avec le modèle, qui a été appris principalement sur des données satellitaires. Voilà, ça c'en est une autre représentation de cet espace TSNE, mais sur le territoire, on voit qu'on a segmenté un certain nombre de biorégions.
Voilà. Et pour finir, donc j'aimerais juste parler rapidement d'autres sujets qui vont au-delà du suivi des espèces dans PlanteNet, donc qui vont un peu plus large que le cœur de la plateforme, mais qui sont encore très liés, comme vous allez le voir. Donc on s'intéresse notamment à tout ce qui est reconnaissance des maladies des plantes en ce moment. Donc ça, c'est un postdoc qui a été financé par Digitag, voilà, avec plusieurs résultats, en utilisant soit des réseaux de neurones convolutionnels classiques, soit des réseaux de neurones convolutionnels récurrents, avec des modèles d'attention qui ont permis d'améliorer un petit peu les résultats. Voilà, donc c'est des choses qu'on envisage d'intégrer dans PlanteNet un jour, mais voilà, pour l'instant, on a encore d'autres priorités pour cette année, mais on espère peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Voilà, on travaille dans un projet sur des robots désherbeurs, donc en collaboration avec ex-IRSTEA, ici à Montpellier. Et donc, c'est un robot qui va électrifier les mauvaises herbes de manière très précise et sélective. Et donc, du coup, nous, on s'intéresse à la partie vision de ce robot via des méthodes d'apprentissage profond pour la segmentation et la classification fine. Et donc, on arrive à vraiment détecter des mauvaises herbes au stade très précoce et à identifier, à les classifier. Voilà, ce qui permet de cibler quelles sont les auxiliaires, quelles sont celles qu'on veut enlever, et voilà, d'avoir un désherbage beaucoup plus respectueux de l'environnement. On travaille avec plusieurs universités et muséums américains sur des analyses de données d'herbiers. Donc, il y a eu des énormes efforts de numérisation d'herbiers, donc ici à Montpellier notamment, mais aussi un peu partout dans le monde. Et donc, voilà, il y a une grosse initiative américaine qui s'appelle DeepBio et qui essaie de fédérer un peu toutes ces différentes initiatives mondiales. Donc, on a des énormes volumes de données disponibles. Et on travaille surtout sur les problèmes de phénologie. Donc, on va essayer de revenir un peu dans le passé et d'étudier l'impact du climat sur cette phénologie. Et pour ça, il est nécessaire d'extraire des comptes d'organes, des structures de fertilité qui peuvent être des choses très petites et assez dégradées dans les herbiers. C'est des problèmes assez difficiles. Et on arrive à faire des bonnes choses, donc notamment sur le comptage. Là, ça, c'était un des travaux avec Harvard, où on a pu montrer qu'on arrivait à faire aussi bien que, en gros, Mechanical Turk, que eux avaient fait sur le même problème. Voilà, et puis un dernier, c'est un projet qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, donc sur l'estimation de la valeur nutritive du métail. Donc le métail, c'est des mélanges de céréales et de fourrage, qui sont un levier pour la transition agroécologique des systèmes d'élevage, puisqu'ils sont plus respectueux de la biodiversité, de l'environnement, etc. Par contre, ça produit des mélanges qui sont très variables, et du coup, c'est difficile d'estimer la valeur nutritionnelle de ces métails, et donc c'est difficile de les valoriser ensuite pour l'élevage. Et donc, voilà, on développe une application pour estimer automatiquement cette valeur nutritionnelle. Voilà, avec tout un protocole, avec des boîtes de camembert, comme vous pouvez le voir ici, des graines dedans, et différentes approches qu'on expérimente pour estimer le pourcentage de chacune des espèces à l'intérieur de ces métails et d'en estimer la valeur nutritionnelle. Voilà, pour finir, je voudrais encore remercier tous ceux qui contribuent à PlanteNet de près ou de loin. Donc les 6 personnes au centre, c'est un peu les 6 personnes centrales historiques de l'équipe PlanteNet. Donc Pierre Bonner, Hugo, Julien Champ, Jean-Christophe Lombardo, Antoine Affoire, et puis autour, il y a bien plus de monde, comme vous l'avez vu un peu ici. Donc des ingénieurs, des doctorants, des postdoctorants, des développeurs, les membres des comités, les donateurs, des utilisateurs finaux, et des chercheurs, voilà, et puis les contributeurs de données. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention. J'espère qu'on a encore un peu de temps pour des questions. Merci Alexis. Donc je vais te transmettre les questions qui m'ont été elles-mêmes transmises. Je vais commencer d'abord par une remarque d'un participant qui, je crois, a envie de recevoir le prix de meilleur participant de la conférence EGC, qui me dit qu'il utilise PlanteNet et que du point de vue de l'utilisateur final, c'est top. Donc c'est une remarque de Étienne Cuvelier. Merci beaucoup. Donc j'ai essayé d'organiser un petit peu les questions qu'on m'a transmises en fonction de la présentation. Donc je vais les poser, mais pas dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées.
La première question vient de Arnaud Martin et demande des précisions sur les aspects incertitude. Et la question exacte est, est-ce que l'incertitude inclut l'imprécision dans ce que tu fais? Alors, l'imprécision, c'est pas très précis comme définition, mais alors si c'est l'imprécision du... Parce que là, on parle des images, hein, donc alors, à moins que ça se référait à la précision géographique, mais si c'est la qualité des images, effectivement, si vous faites une image de mauvaise qualité. Ton micro a été coupé. Alexis? Ah, voilà. Vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon. Oui, donc je disais, si c'est la précision, alors, plus vous faites une image de mauvaise qualité, plus vous dégradez l'information. Et donc, même votre optimal théorique, en termes probabilistes, fait que vous ne pouvez pas trouver l'espèce. Même si vous aviez le meilleur modèle du monde, une fois que l'image est dégradée, vous avez dégradé l'information, et donc là, vous avez une incertitude aléatorique qui effectivement va vous empêcher de trouver la bonne espèce. Donc oui, a priori, les incertitudes dont on parle couvrent à peu près tous les types d'imprécisions ou d'incertitudes qu'on peut imaginer. Merci pour la réponse. Je vais essayer de transmettre les 3 autres questions d'un seul coup parce qu'elles portent en fait sur le même sujet. Donc la première question nous vient de Lionel Taillarda qui demande à propos du post-filtrage géographique, quelles sont les techniques utilisées pour l'alignement entre les entités taxonomiques? Les 2 autres questions sont un petit peu différentes, mais toujours liées au filtrage. Donc la première question traite de la géolocalisation et demande si vous utilisez la géolocalisation du smartphone pour améliorer la précision de prédiction. Et une autre question qui, cette fois-ci, ne parle pas de la position géographique, mais du post-filtrage temporel. Finalement, on ne voit pas les mêmes fleurs et les mêmes choses tout au long de l'année. Est-ce que vous vous servez de la date de la photo pour faire un filtrage supplémentaire? Et ok, ça marche. Donc ouais, sur ces filtrages, donc pour l'alignement, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les noms d'espèces sont des choses très, très structurées. Il y a vraiment une convention internationale qui vous donne le genre, l'espèce, le nom d'auteur qui a révisé la détermination. Vous avez toute l'historique, en fait, dans le nom de l'espèce, vous avez l'historique des différentes révisions déjà. Donc du coup, on a des méthodes d'alignement qui sont très ad hoc à cette taxonomie. Donc on ne va pas aller utiliser des choses classiques en web sémantique. On est vraiment sur des notions qui sont dédiées à ça, où on va vraiment comparer le nom d'auteur, on va comparer le genre, on va comparer l'espèce, et de ça, on va en tirer un certain nombre de choses. Ensuite, les synonymies, ça, c'est des données qui nous sont données en entrée. C'est-à-dire que chaque flore, la flore française par exemple, BDTFX, vient avec des noms officiels et des synonymes reconnus pour ces noms. C'est ce qu'on voit ici, c'est qu'à l'intérieur de chaque flore, vous avez des espèces valides, des synonymes qui sont considérés comme non valides ici, mais dans d'autres flores, qui seraient par exemple plus en retard, ils n'ont pas encore appliqué les derniers résultats des publications scientifiques, et donc vous avez une connaissance qui est dégradée. Et donc c'est ça qui fait toute la complexité de la chose. Et donc à aucun moment vous n'avez toute la connaissance dans les publications scientifiques dans une seule base de données. Donc en fait, vous essayez de pallier ces problèmes. Mais donc les méthodes d'alignement en elles-mêmes, c'est pas trop ça la difficulté, c'est plutôt de savoir, une fois que vous avez ces différents liens de synonymie, de noms binomiaux, de co-authorship, de savoir si c'est des hybrides, pas des hybrides, etc., vous allez prendre des décisions pour savoir si finalement, dans la classe que vous retournez pour un utilisateur en France, est-ce que vous intégrez ou pas ces données. Donc c'est plutôt de la connaissance experte, où on discute avec les botanistes, etc., pour construire ce type de décision à la fin. Sur la géographie, je ne me souviens plus de la question. Mais... Donc, il y avait une question sur l'utilisation du GPS pour filtrer et améliorer la précision, et une question qui parle de l'usage de la date. Ouais. Donc oui, sur cette phase-là, donc si vous avez accepté d'être géolocalisé, ça va vous basculer automatiquement dans la flore dans laquelle vous êtes géographiquement localisé, et ça prend toujours la plus petite, donc là, celle où il y a le moins d'espèces possible. Par exemple, en Provence, on a un projet dédié avec les Bouches-du-Rhône. Si vous allez dans les Bouches-du-Rhône, PlanteNet va vous
basculer automatiquement sur la flore des Bouches-du-Rhône, par exemple. Voilà. Et pour l'instant, sur le temps, voilà. Donc il faut voir que ces échelles, ce filtrage géographique, il est très lâche, hein. On fonctionne vraiment à des échelles, voilà. Donc les Bouches-du-Rhône, on est à 3000 espèces, ou sinon sur l'échelle de la France. Mais on n'essaye jamais de filtrer trop fort sur le géographique, justement parce que si des espèces se déplacent, on aimerait bien le savoir. Et donc si on a trop de priors dans le modèle sur la géographie, on va empêcher de pouvoir monitorer des mouvements de ces espèces. Et donc, voilà, de la même manière, sur le temps, effectivement, on ne l'utilise pas pour améliorer l'identification. Donc, c'est aussi des choses, ça a été montré dans plusieurs travaux que ça améliorerait. Mais pareil, quoi, vu que avec le changement climatique, la phénologie change beaucoup, et donc on n'aimerait pas câbler trop fort le fait que l'appli dépende de cette connaissance pour reconnaître, puisque sinon on risque de rater des choses aussi. Voilà. Typiquement, si des fleurs fleurissent à un moment où on s'y attend pas, si on a inclus ça dans le modèle, on risque de ne pas les reconnaître. Merci. Donc, en résumé, au-delà de l'expérience utilisateur, il y a aussi un énorme intérêt scientifique qui justifie de ne pas trop câbler tous ces a priori. Donc ça, c'était des questions de Alice Brennon, Lionel Taillarda et Arthur Vervet. Donc là, je change de thématique. Et la question suivante de Arnaud Martin est est-ce que les experts sont toujours d'accord entre eux? Et je pense qu'il fait référence notamment lorsque vous avez comparé les modèles automatiques avec une compétition entre experts. Ouais. Alors oui, bah, cette comparaison à la machine, ça a été aussi instructif pour ça, hein, puisque c'est des choses qui sont très peu mesurées, en fait. Les experts, ils font jamais des compétitions entre eux pour se dire... Ah, ah. Alors, ils le font beaucoup sur le terrain, où ils se challengent, où ils disent « Ah si, celle-là, je suis sûr que c'est ça, mais pas celle-là, etc. » Donc c'est vrai que nous, on a pu un peu le mesurer grâce à notre compétition. Et donc, oui, bah, pour les petites histoires, certaines des observations où ils n'étaient pas d'accord, donc ils ont remis en question la vérité terrain. Donc la vérité terrain a été construite par d'autres botanistes sur le terrain. Donc, quand il y avait la flore complète, on était avec des responsables des jardins, etc. Donc, voilà, déjà, il y a certains des experts qui ont remis en cause cette identification même. Donc, on a dû déjà modifier un peu la vérité terrain en fonction de ce que nous disait notamment M. Janzin, qui est l'auteur de La Flore de France, qui avait les performances à 92% en 93. Donc, au début, il avait un peu moins, mais ouais, il nous a dit à la fin que c'est lui qui avait raison et pas notre vérité terrain. Donc, voilà. Mais oui, non, ils font des erreurs aussi, hein, comme vous l'avez vu dans le graphe. On est vraiment que sur des très très bons experts, et comme vous l'avez vu, il y en a qui étaient plutôt à 70%, etc., et qui ont argumenté au départ, ils en ont discuté entre eux. Bon, à la fin, ils ont tous dit oui à M. Janzin, parce que c'est un peu voilà, l'auteur de La Flore de France, mais oui, ils font eux-mêmes des erreurs et ils peuvent se contredire. Sachant qu'ils n'ont qu'une information partielle sur la photo, puisque s'ils avaient accès à la plante elle-même, ils auraient plus d'informations, les racines, l'odeur, les textures, etc. Et donc, ils sont aussi privés de cette information. Merci. Donc, je me déplace un peu plus encore vers les questions de botanique. Et c'est une question de Arthur Vervet. Est-ce que les images utilisateurs que vous avez récoltées ont permis d'identifier de nouvelles espèces? Je vais étendre un peu la question. Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à détecter de la présence d'espèces à des endroits où on ne s'y attendait pas du tout? Et alors, oui et non, je dirais. Il y a, par exemple, les données au GBIF, en ce moment, on a pas mal de retours. Depuis que nos données sont au GBIF, il y a énormément d'experts qui les voient, donc on a des retours en continu. Voilà, mais notamment en Belgique, il y a quelqu'un qui nous maintient que l'espèce ne peut pas être là-bas. Mais nous, on la voit dans les données, et a priori, alors certaines étaient dans des jardins, donc là, bon, bah, effectivement, elles étaient entretenues, donc ça compte pas. Mais certaines ont l'air d'être dans des milieux naturels, et d'après Kew, des bases de Kew, d'un jardin botanique anglais, elles seraient maintenant introduites, dans un statut introduite. Donc, si vous voulez, même ça, c'est des connaissances qui sont sujettes à discussion et à interprétation. Donc, du coup, voilà, PlanteNet dit qu'elle y est, je pense qu'elle y est, mais certains experts pensent qu'elle n'y était pas avant. Donc, oui, on va dire. Ah, on ne t'entend plus, Maximilien. Oui, c'est sûr que c'est mieux avec le micro. Donc, une autre question de Nicolas Hervé qui demande si vous avez fait des liens avec la génétique des plantes. Et alors, pas encore, ouais, c'est dans les projets de recherche, il y a effectivement des sujets qu'on aimerait aborder, donc notamment les arbres phylogénétiques qui sont construits beaucoup à partir des données génétiques. Ils ont beaucoup de trous
puisque, notamment sur les plantes, où il y a 400 000 espèces, bien entendu, on n'a pas l'ADN de toutes ces espèces et on n'a pas séquencé, etc. Donc il y a énormément de trous dans ces arbres qui sont construits, et donc la morphologie, le visuel pourrait aider à combler ces trous. En fait, on va essayer de bénéficier à la fois d'inférer des liens génomiques à partir des liens visuels, par exemple. Et je vais poser une dernière question, et je crois que ce sera la dernière question de toutes les questions. Juste avant, tu parlais du GBIF. PlantNet, c'est un moteur de reconnaissance automatique qui peut faire des erreurs ou qui est associé à une incertitude, quelle que soit son origine. Est-ce que dans le GBIF, il y a un affichage de cette incertitude à destination des experts et utilisateurs de l'outil? Non, malheureusement non. Donc on est les premiers à pousser des données identifiées automatiquement en GBIF. Donc c'est pour ça que ça ouvre énormément de discussions avec les experts, etc. Donc malheureusement non, pour l'instant, déjà ils n'ont même pas un champ qui dit que c'est une machine qui a identifié. Donc ils ont un champ qui dit est-ce que c'est un humain ou une machine qui a fait l'observation, qui est différent, mais nous c'est des gens qui font l'observation, mais elles sont déterminées automatiquement. Donc déjà il n'y a pas un champ qui permet de dire ça. Et il y a encore moins un champ qui permette de mettre la probabilité que ça soit vrai. Voilà, donc du coup, pour l'instant, on va pas refaire des seuillages et essayer de mettre les plus confiantes. Mais voilà, donc les gens, donc dès qu'on a des choses un peu qui sortent du commun, les gens sont très suspicieux là-dessus, alors que bon, nous, on sait aussi que les autres données sont probablement aussi avec beaucoup de bruit, puisqu'on sait que les experts eux-mêmes font des erreurs et qu'il y a des données dits naturalistes, etc. Donc voilà. Mais le fait que ça soit identifié par des machines, effectivement, ça lève beaucoup de suspicions de la part de certains experts, pas tous, hein, puisque la preuve, le GBIF a accepté qu'elles y soient, mais en tout cas, le GBIF est très content qu'on soit là et on participe à des groupes de travail pour justement savoir comment on va faire évoluer le GBIF pour mieux intégrer ce type de données, comment on les nettoie automatiquement. Nous, on a des classifieurs sur les plantes en pot pour nettoyer les données, etc., savoir celles qui sont captives, pas captives. Donc, il y a vraiment tout un champ de recherche pour mieux intégrer ces données au GBIF. Et voilà, donc, on collabore et on discute avec la communauté internationale sur ces sujets. Merci. Donc, je vais conclure avec une remarque qui vient de Aurélie Joseph, qui nous dit qu'elle a hâte d'avoir la détection des maladies, notamment pour pouvoir trouver comment traiter la maladie. Donc, la première session de ce matin est terminée et la séance suivante commence à 11h. Et entre-temps, je vous invite à vous rejoindre dans les salons de café et notamment le salon numéro 4, dont le lien sera partagé dans le chat de discussion afin que vous puissiez discuter. Donc les liens sont sur le programme normalement. Merci Alexis. Merci à toi et merci à toute l'orga, encore une fois.